Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'alcool. Alors je viens de recommencer la vidéo parce que je n'avais plus assez de place sur mon téléphone. Donc bon, peut-être que du coup ce sera un peu plus succinct et peut-être que j'apparaîtrai moins stressée parce que comme je disais il y a 5 minutes dans cette même pièce, c'est un sujet qui est important pour moi. Alors moi je m'appelle Johanna, je suis Asperger, on dit plus Asperger maintenant mais je suis autiste. J'ai une fille de 12 ans qui est elle-même autiste et j'aimerais faire des vidéos pour faire connaître ce qu'est l'autisme pour les adultes, pour les enfants et pour les adultes ayant des enfants. Là aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais évoquer donc l'alcool et comment l'alcool m'a aidé à masquer malheureusement, parce que je pense que cette vidéo peut parler avec toutes les personnes qui ont un problème avec l'alcool ou qui se demandent si elles ont un problème avec l'alcool. Parce que contrairement à ce qu'on pense, l'alcoolisme, ça ne se mesure pas au nombre de verres que vous buvez, que ce soit sur une semaine ou une journée. Ça se mesure vraiment à la place que ça prend dans votre cerveau. Et du coup, moi pendant des années, l'alcool m'a aidé à camoufler. Donc en tant que personne autiste, mais après je pense que des personnes en anxiété sociale ou tout simplement dépressives vont aussi pu tomber là-dedans. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de témoigner et de ne plus avoir honte en fait. Parce que l'alcoolisme c'est une maladie. Quand on est diabétique ou quand on a un problème au cœur, on n'a pas honte de le dire. Alors que quand on est alcoolique, c'est très compliqué. Surtout quand on est une femme et surtout quand on a des enfants. Donc voilà. Quelle est mon histoire à moi? Moi j'ai commencé, je pense un peu comme beaucoup de gens, à m'alcooliser à l'adolescence, dans les fêtes de village. Et à l'époque je ne me disais pas oh là là, je suis mal à l'aise avec mes pères donc je vais boire. Enfin c'était ancré socialement quoi. On se retrouvait avec des gens de notre âge, on buvait. Sauf que moi, dès la première alcoolisation, j'ai senti en fait qu'il se passait quelque chose que j'ai qualifié de merveilleux. Alors je vais essayer de prendre des précautions parce que dans ma tête en fait c'était tellement dithyrambique l'alcool, j'avais tellement l'impression que c'était un pilier que je vais essayer de ne pas en parler de façon positive parce que c'est une ruine en fait. L'alcool non seulement ça n'arrange rien mais ça aggrave tout. Donc les premières cuites adolescentes, je me sentais vraiment bien parce que j'avais l'impression que pour la première fois de ma vie, j'arrivais à interagir avec des gens de mon âge, c'est-à-dire je ne m'ennuyais plus. En tant que personne autiste, c'est souvent difficile pour moi de ne pas m'ennuyer dans une conversation. J'avais l'impression enfin de comprendre les blagues, ou si je ne les comprenais pas, bah de rire, et j'avais l'impression d'être acceptée, en fait, voilà. Et bon, pendant toute mon adolescence, pendant toutes les fêtes, il y a eu ces alcoolisations malgré des crises que je faisais. Alors à l'époque, on qualifiait ça de crise de spasmophilie parce qu'on ne savait pas encore ce que c'était. Aujourd'hui, maintenant, je sais que ça s'appelle des CNEP, des crises non épileptiques psychogènes. Je ferai une autre vidéo là-dessus parce que c'est un très gros sujet. Mais disons que de l'extérieur, ça ressemble à une crise d'épilepsie. Tout, voilà, vraiment une crise épileptique, mais ça n'a pas une origine neurologique. Mais ça, j'y reviendrai. Il y a des personnes qui m'ont demandé mais pourquoi est-ce que tu bois encore sachant que tu fais ces crises? Mais c'est parce qu'à l'époque j'avais l'impression que décharger mes crises alors que j'étais ivre ça me faisait du bien. Parce qu'une crise de CNEP on est vraiment très très tendu, enfin ça peut être douloureux. Mais là j'avais l'impression que l'alcool faisait tout passer en fait. Et du coup bah, j'ai continué comme ça pendant toute mon adolescence. Jusqu'à mon premier, on va dire ma première vie de couple avec mon premier conjoint. Où là, j'avais l'impression d'avoir une consommation assez adaptée, c'est-à-dire que je consommais les week-ends avec des couples d'amis. Mais déjà à l'époque, je me rappelle c'était les vendredis, j'avais un rituel, alors voilà, hein. Les aspis le savent, hein, les rituels très importants. Donc moi, mon rituel du vendredi soir, donc mon conjoint travaillait tard le vendredi, donc je rentrais la première, et là, mon rituel c'était, je me mettais une bêtise à la télé, je me faisais un plat de spaghetti bolognaise très massif, et je buvais un apéro, mais vraiment, je m'arrêtais pas en fait. Et j'avais l'impression, en fait, qu'est-ce que ça m'apportait? J'avais l'impression que mes nerfs étaient toujours sans protection. Un petit peu comme la peau nous protège. Si demain on n'avait plus de peau, qu'on avait les tendons à vif, n'importe quoi nous ferait mal. Je veux dire, un souffle, on aurait mal. Et ben moi j'avais l'impression, je savais pas encore que j'étais autiste,
j'avais l'impression que j'avais les nerfs comme ça, à vif. C'est-à-dire que le moindre bruit, la moindre odeur, le monde dans les transports, enfin que tout agressait mes nerfs et que l'alcool était la seule chose qui allait réussir à me mettre une protection sur ces nerfs. Donc avec l'alcool, j'arrivais à supporter le bruit, les conversations, enfin j'avais l'impression que c'était l'espèce de paracétamol. Quand on a un petit bobo, des fois on prend un paracétamol, et ben moi j'avais l'impression que c'était le paracétamol de mon mal-être psychique et physique. Et j'ai commencé comme ça cette espèce de routine où j'y pensais, voilà, tout le temps, je pensais à mon vendredi, je pensais à ma décompression, et j'avais l'impression que j'avais trouvé un équilibre, que toute la semaine, quand il y avait quelque chose d'horrible pour moi, je me disais non mais tout va bien, vendredi tu vas avoir ta pause. Et j'avais l'impression que ça vidait la charge mentale et que je repartais pour une semaine. Alors qu'en fait, non, je creusais un peu ma tombe en fait. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu ma fille, donc j'ai pas bu pendant ma grossesse. Il y a eu des moments où j'ai eu très envie, mais ça c'est pareil, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, la grossesse sans alcool, naissance aussi. Et j'ai repris en fait quand elle avait 1 an et demi. On a fait une pause de 1 an avec le papa parce que je parlerai aussi du parcours de ma fille, mais on avait donc un bébé autiste qui pleurait énormément. Et ça, pour un jeune couple, c'est une épreuve très très difficile. Donc on a fait une pause pendant 1 an et je me suis retrouvée donc seule avec ce bébé de 18 mois qui ne faisait que hurler. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que l'alcool, c'était ce qui allait me permettre d'être une bonne maman. C'est-à-dire de ne pas m'énerver, d'être douce, d'être organisée. Et c'est très paradoxal parce qu'on a l'image, quand on dit l'adjectif alcoolique tout de suite, l'image qui nous vient c'est un monsieur ventripotent qui est un pilier de comptoir et qui commence le petit vin blanc à 7h du matin, qui dit de la merde, voilà. Alors qu'en fait, moi j'étais l'image de Brie Van de Camp dans Desperate Housewives me parle beaucoup parce que j'étais Brie Van de Camp, c'est-à-dire que même après quand je me suis remis avec mon mari et qu'on a reçu des personnes, j'étais toujours la bonne ménagère. Alors c'est mon mari qui cuisinait, hein, mais au niveau du service, du ménage, j'avais toujours ce grand sourire que j'avais appris à avoir pour masquer. Personne ne m'a jamais dit non mais attends tu bois un peu beaucoup, hein. Non, j'étais toujours au taquet, à servir les gens, à faire la conversation. Bah oui, avec l'alcool j'arrivais à le faire, à ranger. Donc je buvais avant les invités, avec les invités et après pendant que je rangeais. Parce que tout était toujours millimétré, bien rangé. Je m'occupais même des enfants du coup des autres pendant la soirée, en proposant des petites activités. Enfin, on me disait, oh là là, mais dis donc, Johanna, qu'est-ce que t'assures? Et je pense que j'avais d'autant plus à cœur de montrer une bonne image que je savais, j'ai jamais été dans le déni là pour le coup, je savais que tous les soirs à 17h, voire même un peu plus tôt, quand il faisait nuit, je savais que tous les soirs à 17h, j'allais boire. Je le savais, je me culpabilisais énormément, mais je suis jamais tombée, j'ai jamais vomi, j'ai jamais perdu connaissance. Je sais pas si c'est ma constitution ou si c'était ma façon de boire, parce qu'on a tous une façon de boire différente. Et ça, je le sais parce que je m'en suis sortie grâce à une addictologue et grâce à un forum qui s'appelle Stop Alcool qui m'a littéralement sauvée. Donc je sais pour en avoir parlé avec toutes ces personnes qu'on a tous une façon différente de boire. Parce que justement les causes pour lesquelles on boit sont toutes différentes et finalement peu importe la façon ou ce qui nous pousse à boire, on se rend compte qu'au bout du compte on arrive avec une maladie qui est l'alcoolisme qui fait qu'on ne peut pas s'en passer. Moi donc je suis jamais tombée, mais je suis déjà allée à une réunion de rentrée à l'école en étant ivre. Alors ivre, que ça ne se voyait pas encore une fois. Je me rappelle d'une soirée que j'avais fait avec 2 amis assez proches, où j'avais une amie qui avait fait une réflexion à ma deuxième amie qui était pompette quoi, et qui disait non mais arrête, là je pense que t'as bien bu. Et là j'ai dit donc à cette amie, tu sais, j'ai bu 2 fois plus qu'elle. Et là je me rappelle qu'elle m'a regardée, elle a compris en fait que au bout d'un moment quand on boit tous les jours et qu'on boit beaucoup, ça ne se voit plus. Donc moi je me suis déjà vue aller à des réunions, alors à pied, hein. J'ai jamais pris de risque en voiture, mais je me suis déjà vue me rendre à des événements sociaux où clairement c'était pas l'apéro, mais en étant ivre juste pour pouvoir supporter en fait. Et c'est terrible parce qu'on a cette espèce de culpabilité et en même temps le jeu social se déroule et on le regarde un peu d'extérieur en se disant
ah bon ça va, là je suis adaptée, là je réponds bien, ok, tout va bien. Donc comment je m'en suis sortie? Alors il y a eu beaucoup de phases d'arrêt et de reprise, hein. C'est-à-dire que l'alcool, c'est rare qu'on se dise allez j'arrête et puis qu'on arrête définitivement, hein. Moi je sais que j'ai eu cette illusion, parce que c'est une illusion, hein, la modération. Modération, pour faire une petite métaphore, modération, c'est une personne formidable qu'on aimerait tous avoir auprès de soi, qu'on appelle désespérément, mais qui finalement ne se pointe jamais. Ou alors elle se pointe 2-3 fois, modération, c'est-à-dire qu'on va passer 2-3 soirées où on va réussir à se dire « Waouh, j'ai vraiment pas bu beaucoup, et en même temps j'étais bien, et en même temps j'avais la petite ivresse ». Mais au bout d'un moment, modération, elle nous fait toujours faux bon. Toujours, toujours, toujours. Donc là, ça fait 10 mois. Donc c'est pas tant de temps en fait au regard d'une vie. Ça fait 10 mois que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Au début c'était terrible, mais quand je vous dis terrible, c'est que en fait je pense que tout ce que j'avais mis sous le tapis ressortait. J'ai eu une phase de dépression qui était mais immense, je pleurais tout le temps. J'avais l'impression d'un manque, mais d'un manque, alors moi j'étais pas en dépendance physique, ça aussi attention, hein, si vous êtes dans la dépendance physique, le sevrage il se fait de toute façon en hôpital. Moi c'était pas mon cas, j'étais suivie par une addictologue. Mais le manque psychique, il peut être tout aussi dévastateur. Moi, je me suis retrouvée des fois dans ma chambre, dans cette chambre, à tourner en rond, mais vraiment à tourner comme si je cherchais quelque chose, comme si j'avais perdu quelque chose, que je le cherchais mais que je ne le trouvais pas. Et ce quelque chose que j'avais perdu, c'était le droit que je m'accordais de boire. Donc ça a été des crises de manque, mais en pleurer, en boule dans son lit, enfin... Il ne faut vraiment pas sous-estimer le sevrage psychique. Au bout d'une semaine, déjà, ça va un peu mieux. Et après, je ne dis pas qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, il ne faut surtout pas aller faire les courses en sortant du travail. Il ne faut surtout pas voir les gens qu'on avait l'habitude de voir, le lapsus, des gens qu'on avait l'habitude de voir et avec lesquels on buvait. Et surtout, il faut en parler autour de soi. Il faut... que ça arrête d'être une honte. L'alcoolisme, c'est une maladie et encore une fois, c'est pas le nombre de verres que vous buvez, c'est vraiment ce que ça vous occupe comme espace mental. C'est-à-dire que moi, je me levais le matin, je comptais les heures avant l'heure où je m'autorisais à boire. C'est-à-dire que c'était dans ma tête tout le temps. Et au niveau quantité, alors j'ai un petit gabarit et du coup, comme ma façon de boire, moi, c'était... Je m'arrêtais avant le blackout total. Je buvais une demi-bouteille, voire une bouteille par soir, ce qui, pour certaines personnes qui ont un alcoolisme plus élevé, peut paraître déjà plus faible, mais encore une fois, c'est pas le nombre de verres que vous buvez, c'est vraiment, si vous y pensez souvent, tout le temps, ou très très régulièrement, et ben déjà c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà, moi, l'alcool, en tant que personne autiste, ça m'a permis de masquer beaucoup de choses, mais finalement ça a été un leurre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne bois plus, et aujourd'hui, alors déjà j'en ai parlé aux personnes qui sont proches de moi, très proches de moi, qui ont été très aidants, et en tant que personne autiste, maintenant j'apprends à refuser des invitations, j'apprends à m'écouter, à savoir ce qui va me faire du bien, et surtout ne plus chercher comme je cherchais avant, à me dire je sais que ça va me faire du mal, mais c'est bon, j'ai mon petit paracétamol éthylique, je vais m'en sortir. Non, aujourd'hui je me dis dans quel état je suis et est-ce que je peux supporter la désinteraction. Et si la réponse est non, ben j'y vais pas. Voilà, parce que je pense en plus que quand on est une personne autistique ou tout du moins neuroatypique, on a peut-être une appétence en fait à ça. Moi très clairement j'ai une appétence aux drogues qui est paroxystique, hein. Je veux dire, moi il y a certaines choses que je veux même pas goûter parce que je sais que je pourrais pas m'en passer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que elle pourra vous aider si vous aussi vous avez un problème avec l'alcool ou si vous pensez qu'un proche a un problème avec l'alcool. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à partager. Pas pour mon petit bien personnel, même si ça fait toujours plaisir, hein, on va pas se mentir, hein, mais vraiment pour que cette parole cet esprit de honte disparaisse.
Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo même à une personne dont vous pensez qu'elle pourrait avoir un problème avec l'alcool. Enfin, parce que vous voyez, j'ai pas l'air d'être le pochetron de base complètement déchiré, mais non, voilà, les personnes alcooliques sont des personnes comme vous et moi qui traversent juste des épreuves psychiques très douloureuses et qui ont trouvé un allègement de la souffrance avec ce poison. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si c'est le cas. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée dans la sobriété. Salut!